cela, j'ai choisi ce livre de Christophe André, Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience. Donc nous n'allons pas lire le livre en entier, j'ai déjà choisi les quelques chapitres qui nous intéressent. Méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais au contraire se rapprocher de lui pour le comprendre, l'aimer et le changer. C'est aussi un moyen accessible à tous de cultiver la sérénité et le goût du bonheur. Cet ouvrage est conçu comme un manuel d'initiation à la pleine conscience, la plus fascinante des méthodes de méditation étudiées et validées par la recherche scientifique. Nous allons commencer tout simplement avec le chapitre Vivre l'instant présent. Décider d'habiter l'instant présent. Ce que nous apprend la pleine conscience, c'est à ouvrir les yeux. Cet acte est important car il y a en permanence autour de nous des mondes que nous négligeons. Ici et maintenant, nous pouvons y entrer en arrêtant le cours automatique de nos actes ou de nos pensées. Ce qui facilite l'accès à ces mondes de l'instant présent, ce sont certaines grâces extérieures, certes, comme le soleil, la neige et la pie du tableau de Monet, mais aussi la décision de se mettre le plus souvent possible en position d'être touché, contacté, frappé par la vie. Il s'agit d'un acte de conscience volontaire. Il s'agit de décider d'ouvrir la porte de notre esprit à tout ce qui est là. Au lieu de nous réfugier dans l'une ou l'autre de nos citadelles intérieures, rumination, réflexion, certitude et anticipation. Cet acte est un acte de libération. Libération de nos pensées sur le futur ou le passé. La pleine conscience nous ramène dans le présent. Libération de nos jugements de valeur. La pleine conscience nous ramène dans la présence. Notre esprit est encombré de tant de choses, parfois importantes, parfois intéressantes et parfois complètement vaines et inutiles. Elles sont autant d'obstacles à la vision, autant d'obstacles à notre lien au monde. Nous avons besoin du passé et du futur, besoin de souvenirs et de projets, mais nous avons aussi besoin du présent. Le passé importe, le futur importe. La philosophie de l'instant présent, ce n'est pas dire qu'il est supérieur au passé ou au futur, juste qu'il est plus fragile, que c'est lui qu'il faut protéger, lui qui disparaît de notre conscience dès que nous sommes bousculés, affairés. C'est à lui qu'il faut donner de l'espace pour exister. Ressentir plus que penser, la conscience immergée. Méditer en pleine conscience, ce n'est pas analyser l'instant présent, ou du moins pas comme on le croit. C'est l'éprouver, le ressentir de tout son corps, sans mots. Ce n'est ni habituel, ni confortable de se passer ainsi durablement du langage pour traverser des moments de notre vie. Et pas facile, ne pas parler, pas sans corps, mais ne pas penser, juste éprouver, se connecter. Pourtant, nous avons déjà tous fait cette expérience. Ce qui se passe alors et qui va au-delà des mots est très précisément décrit dans cet extrait de la lettre de Lord Chandos, une magnifique nouvelle de l'écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal. Depuis lors, je mène une existence que vous aurez du mal à concevoir, je le crains, tant elle se déroule hors de l'esprit, sans une pensée. Il ne m'est pas aisé
Cessez d'esquisser pour vous de quoi sont faits ces moments heureux. Les mots, une fois de plus, m'abandonnent, car c'est quelque chose qui ne possède aucun nom, et d'ailleurs ne peut guère en recevoir. Cela qui s'annonce à moi dans ces instants, emplissant comme un vase n'importe quelle apparence de mon entourage quotidien, d'un flot débordant de vie exaltée. Je ne peux attendre que vous me compreniez sans un exemple, et il me faut implorer votre indulgence pour la puérilité de ces évocations. Un arrosoir, une herse à l'abandon dans un champ, un chien au soleil, un cimetière misérable, un infirme, une petite maison de paysan, tout cela peut devenir le réceptacle de mes révélations. Chacun de ces objets et mille autres semblables dont un œil ordinaire se détourne avec une indifférence évidente, peut prendre pour moi soudain, en un moment qu'il n'est nullement en mon pouvoir de provoquer, un caractère sublime et si émouvant que tous les mots pour le traduire me paraissent trop pauvres. La pleine conscience ne réagit pas à ce qu'elle voit simplement et elle comprend sans mots, disait un maître bouddhiste. Les mots peuvent nous aider immensément à certains moments. Nommer une douleur ou une joie peut nous permettre de mieux supporter, surmonter, comprendre, savourer. Mais parfois, ils ne peuvent rien pour nous, pour exprimer la complexité de ce que nous éprouvons. Ils peuvent même entraver, falsifier, gâcher notre expérience. Il y a des moments où mieux vaut ne rien dire, il faut alors accepter de traverser la réalité différemment, ressentir, éprouver. On parle parfois ainsi de conscience immergée pour décrire cet état très particulier de notre esprit lorsqu'il est intensément absorbé, mais sans production de pensée volontaire lorsqu'il est juste dans l'expérience. Le goût intense de l'expérience. Lors d'une retraite de pleine conscience, je me souviens que notre instructeur nous avait proposé un de ces exercices bizarres dont les maîtres de méditation ont le secret. Il nous avait tous réunis en rond, puis demandé de faire un pas en avant. Après quelques secondes de silence, il nous avait alors dit « Et maintenant, essayez de ne pas avoir fait ce pas ». Je n'avais jamais entendu ni surtout vécu quelque chose d'aussi frappant sur l'inanité de certains regrets. Et surtout, je n'avais jamais compris aussi clairement la différence entre l'enseignement par la parole et celui par l'expérience. Dans ma surprise et ma perplexité, dans l'hésitation et le trouble de mon esprit, dans mon corps qui ne savait plus que faire, tout était transmis sur l'impossibilité d'effacer et l'inutilité de regretter. La pleine conscience nous apprend que l'expérience est aussi importante que le savoir. Lire sur la pleine conscience, ce n'est pas comme la pratiquer. Écouter un CD d'exercice de méditation pour prendre connaissance de son contenu, ce n'est pas comme faire ces exercices. L'expérience, comme voie d'accès au réel, ne remplace pas le savoir, la raison ou l'intelligence, mais elle les complète. Et il n'y a rien de plus simple que l'expérience, il suffit de prendre le temps, il faut juste s'arrêter pour éprouver. Pour regarder, écouter, sentir, il faut suspendre notre action ou notre mouvement. Faites-le maintenant. Arrêtez de lire, fermez les yeux et prenez conscience. Notez de quoi est composée votre expérience juste ici et maintenant. Pendant une minute, maintenant, tout de suite. Personne, absolument personne, ne peut le faire à votre place. Et personne, absolument personne, ne pourra non plus méditer à votre place.
c'est vivre l'instant présent. On ne peut pas vivre dans le passé ni le futur. On ne peut qu'y réfléchir, y spéculer, y ressasser ses regrets, ses espoirs, ses craintes. Pendant ce temps, on n'existe pas. Se rendre régulièrement présent à la richesse de nos instants de vie, c'est vivre davantage. Nous le savons bien sûr, nous l'avons lu et entendu, nous l'avons même pensé. Mais tout ça c'est du blabla, il faut maintenant le faire, pour de vrai. Rien ne remplace l'expérience de l'instant présent. Maintenant nous sommes dans le chapitre Donner un espace à nos émotions. L'expérience émotionnelle. Nos émotions ne parlent pas, mais elles s'expriment par des sensations corporelles, des comportements, des pensées automatiques, radicales et simplifiées. Et de même, pour les calmer et les apaiser, les mots ne suffisent pas en général. Il faudra passer par le corps, respirer, les comportements, marcher si on est triste ou inquiet, s'allonger si on est en colère. Il s'agit d'une des démarches les plus difficiles de la vie psychique. Prendre de la distance envers ses pensées chargées, saturées d'émotions qu'on ne peut guère empêcher ou expulser. On pense aujourd'hui que cette nécessaire distance, il est plus facile de la mettre en place en accueillant et en observant nos états émotionnels, plutôt qu'en s'acharnant à les supprimer. Et plutôt, bien évidemment, qu'en leur obéissant. L'expérience de nos oscillations émotionnelles est donc une épreuve d'humilité et de réalisme. Elles sont souvent, du moins au départ, plus puissantes que nous. De manière franche, dans le cas des émotions fortes, ou de manière indirecte, dans le cas des humeurs et états d'âme, leur forme subtile. La Rochefoucauld notait ainsi: les humeurs ont un cours qui tourne imperceptiblement notre volonté. Elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous, de sorte qu'elles ont une part considérable à toutes nos actions, sans que nous le puissions connaître. Le désordre émotionnel. L'expérience de ce que nous éprouvons émotionnellement n'est ni toujours agréable, ni toujours déchiffrable. Certes, le désordre des émotions peut parfois être fécond, mais il peut aussi conduire à la plus grande confusion. Alors nous pouvons éprouver la tentation de la fuite dans l'action ou la distraction. Il y a aussi la tentation de l'hypercontrôle, interdire aux émotions douloureuses d'être là, s'interdire de les ressentir. Ce qui est logique mais problématique. En procédant ainsi, en essayant de nous couper de nos sensations et de nos ressentis, nous nous exposons à ce que les neurologues appellent une désafférentation et donc à une amputation de notre intelligence émotionnelle. J'ai souvent vu des patients hypersensibles avoir opéré depuis des années une sorte de glaciation de leurs mouvements émotionnels, trop pénible pour eux. Cela me fait penser au permafrost, cette couche de terre toujours gelée sous la glace et sur laquelle rien ne peut évidemment pousser. Existence et sensibilité appauvries par l'excès de protection. La clarté émotionnelle, accepter de ressentir. La pleine conscience va à l'encontre de notre tendance naturelle à retenir l'agréable et à repousser le désagréable. C'est pour cela que les séances et les exercices ne sont pas toujours des moments confortables, encore une différence avec la relaxation.
accueille les ressentis émotionnels négatifs ou douloureux. On leur permet simplement d'être là. Ainsi, plutôt que de vouloir chasser sa tristesse ou résoudre son inquiétude, on commence d'abord par accepter leur présence. Ce qui ne signifie pas accepter leurs messages et leurs injonctions. Permettre à sa tristesse ou à l'inquiétude d'être là, c'est constater que nous sommes tristes, mais pas forcément croire tout ce que nous chuchote la tristesse. Cette vie ne vaut guère la peine, à quoi bon agir? Ou l'inquiétude, il y a un danger, tu dois vite agir et trouver des solutions. Les patients anxieux ou déprimés n'aiment pas qu'on leur dise de commencer par permettre à leurs affects d'être là. Ça les scandalise un peu. J'ai toujours essayé de faire le contraire, de ne pas souffrir, et ça leur fait peur. Si j'ouvre les vannes, si je baisse la garde, je vais me faire engloutir par la souffrance. Dans la pleine conscience, on accueille les ressentis émotionnels négatifs ou douloureux. On leur permet simplement d'être là. Mais non, rassurez-vous, ça ne se passera pas ainsi. Nos émotions négatives sont comme des animaux ou des humains que l'on voudrait calmer. Plus on se jette sur elles pour les repousser, les ligoter ou les enfermer, plus elles se débattent et peuvent nous faire mal. Nous avons plutôt intérêt à créer un espace autour d'elles pour leur permettre d'exister et pour nous permettre alors de les observer. Dans quel état mettent-elles mon corps? Quelles pensées induisent-elles? Vers quoi me poussent-elles? Ainsi, on n'est pas dans l'émotion, mais dans l'expérience de l'émotion. Accueillir pour moins subir. Cela pourra parfois suffire à nous apaiser et nous permettre alors de décider que faire. Les émotions sont les moteurs des pensées négatives. Ce sont elles qui leur donnent toute leur force et les solidifient. Accepter mes émotions, c'est désamorcer leur pouvoir sur les pensées qu'elles poussent devant elles pour avancer masquées. Je pourrais plus facilement réfléchir à mes pensées de colère si j'ai reconnu et accepté ma colère. Plus facilement réfléchir à mes inquiétudes si j'ai reconnu et accepté mon angoisse, alors que si j'en reste à « mais non, je ne suis pas en colère », c'est ce qui se passe qui n'est pas acceptable, ou à « mais non, je ne suis pas inquiet », c'est la réalité qui est menaçante. Ce travail sur les pensées ne se fera pas, puisqu'elles sont, pour mon esprit, non pas pensée, mais réalité et évidence. Qui serait assez fou pour contester la réalité et l'évidence? Prendre le temps de ressentir. Alors nous allons devoir travailler sur nos émotions, non pour les empêcher, mais pour les observer. Par exemple, plusieurs fois dans la journée, entre deux activités, au lieu de passer de l'une à l'autre, stressé et pressé, prendre le temps de ressentir ce qui se passe en nous, se connecter doucement à notre état émotionnel. Ou bien lors des moments d'attente, en profiter pour prendre conscience de soi. Au lieu de vivre ces instants en pleine inconscience, mentalement absents, coupés de nous-mêmes, l'esprit ailleurs car tourné vers des actions ou des ruminations. D'abord au calme et au repos donc, cette habitude de l'introspection tranquille et curieuse. Puis lorsque nous sommes douloureux, tristes, énervés, inquiets, malheureux, ne pas chercher alors à modifier ce que nous ressentons, ne pas chercher à nous consoler ou à nous calmer, pas tout de suite, juste nous rendre présents à ce que nous éprouvons. Bien respirer
respiration, la présence, la pleine conscience. C'est un peu comme une lampe dans les ténèbres. Nous pouvons voir où nous sommes, même si c'est toujours la nuit. Et parfois ce sera étonnant. En acceptant nos émotions douloureuses, en consentant à les traverser, nous découvrirons que cela se passe comme lorsqu'on traverse un nuage. Finalement, il n'y avait rien dedans de bien solide, et à la sortie, le soleil brillera à nouveau. La pleine conscience des émotions. Nos émotions, même désagréables, ne sont pas les mauvaises herbes de notre esprit. Elles font partie de notre écologie psychique. Commencer par les accepter n'est possible et viable que si, par ailleurs, nous sommes conscients d'elles et de leurs mécanismes d'influence, puissants ou subtils. Les émotions tendent naturellement à s'imposer à nous. C'est sur leur influence que nous devons agir, pas sur leur présence. D'ailleurs, le but de ce que l'on nomme en psychologie la régulation émotionnelle n'est pas le vide, le zen ou le calme. En tout cas, pas tout de suite ou pas directement. Le but, c'est la conscience, la clarté. Il y a ainsi dans la pleine conscience 2 compétences fondamentales pour progresser sur la voie de l'équilibre émotionnel. La première consiste à créer un espace intérieur pour permettre l'expérience de l'instant présent. La seconde, à accueillir cette expérience telle qu'elle est, à la laisser exister. Pour dépasser une souffrance ou un inconfort, il faut d'abord avoir admis qu'ils existent en nous. On ne peut quitter un endroit où l'on n'a jamais accepté d'arriver. Et on ne peut se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître. C'est seulement comme ça que dans les moments de détresse émotionnelle, nous pourrons écouter et croire nos propres paroles de réconfort, se dire que ce n'est pas grave, que ça va passer, etc. Cela ne marche que si nous avons d'abord pleinement accepté le problème, pas si nous sommes encore en train de refuser son existence. Ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Les graines de la sérénité ne poussent que sur une terre de lucidité, pas sur le déni ou le mensonge à soi-même. Pour que des paroles apaisantes soient réellement des paroles apaisantes, il faut prendre le temps de les accueillir, de les écouter, de les ressentir, de les éprouver, de les faire vivre en soi. Comme nous l'avons fait précédemment pour des émotions douloureuses, car il n'est pas interdit, bien sûr, de donner aussi de l'espace à ces émotions agréables. Leçon 6. Lorsque je suis troublé, contrarié, inquiet, surtout ne pas passer à autre chose pour m'en libérer, me soulager. Au contraire, si j'en ai le temps, observer ce qui se passe en moi. Quelle est cette émotion qui m'habite? Vers quoi me pousse-t-elle? Cela semble très simple, mais évidemment, ça ne l'est pas. Comme pour nos pensées, nos émotions s'imposent à nous, c'est-à-dire qu'elles ne se présentent pas comme des phénomènes subjectifs, mais comme l'évidence, la réalité non discutable. Alors ne pas chercher à modifier ce que je ressens, ne pas chercher à me consoler ou à me calmer, juste me rendre présent, bien respirer alors, ne rien vouloir d'autre que m'attacher à respirer en observant ce qui se passe en moi. Maintenant nous sommes dans le chapitre Lâcher prise. Ne pas se débattre. Lorsque nous avons des difficultés, nous tentons de les résoudre.
les écarter, de les modifier ou de les fuir. Mais il y a des difficultés pour lesquelles ces efforts ne marchent pas. Si les problèmes sont en nous, nos pensées ou nos émotions, ou s'ils sont inaccessibles, certaines adversités, ou s'ils n'existent pas encore, nos anticipations. Alors, parfois, il faut juste cesser de s'agiter et de se débattre. Renoncer à nos habitudes face à toute douleur et admettre qu'elles ne font que compliquer plus encore certaines situations, que les rendre plus confuses et douloureuses. Lorsque vous marchez dans l'eau sur un sol sablonneux, de petits nuages de sable se soulèvent. Vous voulez que l'eau autour de vos pieds redevienne claire. Vous savez qu'il est inutile de vouloir aplatir les nuages de sable avec vos pieds ou vos mains. Vous ne ferez qu'en soulever d'autres. Et plus vous essaierez, plus il y aura de nuages de sable et plus l'eau sera trouble. Pas d'autre solution que de vous arrêter, de permettre aux nuages de sable d'être là et d'attendre qu'ils retombent. Et d'observer à nouveau l'eau claire autour de vos pieds. Les nuages de sable sont les expériences de vie douloureuses. La pleine conscience nous recommande, pour y voir plus clair, de prendre un moment pour nous arrêter de vouloir les contrôler et de juste les regarder se déposer d'elles-mêmes au fond de l'eau. La philosophe Simone Weil écrivait ainsi: « Essayez de remédier aux fautes par l'attention et non par la volonté. La supplication intérieure est la seule raisonnable, car elle évite de raidir les muscles qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Quoi de plus sot que de raidir les muscles et serrer les mâchoires à propos de vertu, de poésie ou de solution d'un problème. Mais alors, si c'est non pas l'action, mais l'attention qui est la solution, vers quoi la tourner? Lorsque nous sommes coincés, comme enlisés au milieu d'un fleuve, ne plus chercher à avancer, ne plus pouvoir reculer, mais que faire? S'arrêter pour respirer. Face aux souffrances, aux détresses, commencez par respirer. En général, on préfère ruminer ou se tourmenter. Cela nous paraît plus digne et plus réaliste ou plus efficace quand on est dans ses soucis. Quelque temps après, on comprend que c'était absurde, bien sûr, de tant s'être inquiété. Mais trop tard, et en général, on préfère oublier et penser à autre chose. En attendant les ennuis suivants. En attendant les ennuis suivants où tout recommencera exactement comme avant. Alors la pleine conscience nous propose de respirer, de travailler sur notre souffrance lorsqu'elle est là. À ce moment, ne cherchez ni à la supprimer, ni à la résoudre, ni même à se sentir bien. Juste rester là avec son souffle, comme avec un vieil ami qui ne sait pas encore quoi nous conseiller, mais qui est avec nous, qui reste à nos côtés. Et sa présence, sa belle présence, est peut-être plus importante, finalement, que le problème lui-même. Notre respiration en pleine conscience va avoir peu à peu un effet émollient. Là où la rumination solidifie nos pensées et émotions désagréables, la pleine conscience les ramollit, comme la flamme d'une bougie ramollit la cire. Portons nos expériences désagréables à la lumière et la chaleur de la pleine conscience. Même si nous nous sentons fragiles et démunis, même si nous savons que cela ne changera pas le problème, pourquoi vouloir commencer par changer le problème? Et si parfois nous commencions par changer notre réaction au problème?
s'arrête pour respirer. Même si tout est douloureux autour de nous, on peut se sentir comme dans un refuge, comme un bateau abrité dans un port ou une baie au cours d'une tempête. Tout continue, mais on est à l'abri, un abri imparfait et transitoire, mais un abri. En respirant, on comprend qu'on est vivant, que c'est l'essentiel, que le reste peut attendre au moins quelques instants. Prendre refuge dans l'instant présent, ce n'est pas avoir résolu le problème, ni trouver une solution. Non, les problèmes continuent et la solution ne jaillira pas du souffle. Encore faudrait-il qu'elle existe d'ailleurs. Les problèmes continuent, mais on a trouvé un lieu sûr d'où les observer sans être obligé de se débattre par peur de finir submergé ou noyé. Respirer dans l'adversité, c'est placer notre esprit dans un refuge, pas pour fuir la réalité, pas pour agir, mais pour choisir de voir plus clair, choisir de laisser de l'espace au calme, choisir de laisser une chance à notre intelligence. Quoi que je fasse, quoi que je pense, le problème est là, il est déjà là. Mais moi, je suis vivant, je suis présent. Et du mieux que je peux, je vais continuer de l'être. Respirer. Bientôt quelque chose aura changé. Je dois juste accepter de ne savoir ni quoi, ni quand. Leçon 16. Lâcher prise, c'est quoi? Ce n'est pas fuir le réel par la distraction. Allez, change-toi les idées. Ou l'auto-persuasion. Détends-toi, tout ira bien. Ça, nous savons déjà le faire, et parfois d'ailleurs, ça marche. Mais pas toujours. Non, lâcher prise, c'est autre chose de bien utile aussi. C'est rester là, présent, dans une attitude mentale particulière. Rester là en renonçant à contrôler, à trouver une solution. Mais rester là, faire confiance à ce qui va arriver. Sans naïveté, mais avec curiosité, sans cesser d'être attentif. Comme un nageur qui interrompt ses mouvements et se laisse porter par le cours du fleuve, il ne s'agit pas de passivité, mais de présence. Pour finir, j'ai choisi le chapitre Aimer. Le lait des tendresses humaines. L'expression est de Shakespeare dans Macbeth. Elle sort de la bouche de Lady Macbeth, qui regrette chez son époux ce signe d'humanité, alors qu'elle le pousse à assassiner le roi d'Écosse. Duncan. Je crains ta nature, elle est trop pleine du lait des tendresses humaines pour te conduire par le chemin le plus court. Ce lait des tendresses humaines sonne chez elle comme un regret ou un reproche. Il n'empêchera pas l'assassinat, mais provoquera la culpabilité de Macbeth et la folie de son épouse. L'expression nous rappelle que nous sommes des êtres de lien et d'amour. Sans nourriture affective, on est en danger, on ne grandit pas, on ne s'épanouit pas. Sans amour, on vit mal, on se durcit ou on sombre dans la folie ou la maladie. La vie peut nous pousser à oublier ou à négliger cette dimension de notre humanité. La pratique de la pleine conscience nous propose de nous y reconnecter très régulièrement pour diminuer nos souffrances et celles des autres humains et pour comprendre et utiliser plus souvent son pouvoir formidable. Il y a autour de moi une foule d'êtres humains qui m'ont aimé, aidé, nourri, donné et continuent de le faire et le feront demain. Avoir conscience de la dette et s'en réjouir et l'exprimer, c'est la gratitude. Amener régulièrement ma conscience sur cela jusqu'à l'éprouver physiquement, ce sont les méditations de gratitude.
l'image qui pensait, la laisser se répandre dans son corps comme une émotion et pas seulement comme une pensée. Puis l'exprimer, bien sûr, à celles et ceux qui nous ont aimés et aidés. Pensée, émotion, comportement. Plus largement encore, il est capital de prendre conscience de l'importance extrême et absolue de l'amour, sous toutes ses formes: altruisme, affection, tendresse, gentillesse, compassion, générosité. Capital de méditer sur cet amour et capital de le mettre en acte quotidiennement. Cette philanthropie en action, les chrétiens la nomment charité et les bouddhistes amour altruiste, mais il s'agit évidemment de la même démarche: comprendre, héberger et pratiquer l'amour du prochain. Méditation et lien d'amour. L'enseignement bouddhiste, qui a beaucoup codifié ces attitudes, aborde en général le travail sur l'amour altruiste au travers de 4 pratiques méditatives qu'il faut bien sûr comprendre comme des moments de préparation aux mises en acte. Il y a d'abord les méditations d'amour bienveillant, qui consistent à penser aux personnes qu'on aime et à les aimer vraiment, là, maintenant. Il ne s'agit pas de juste se dire qu'on les aime, mais de laisser cet amour, ou affection, ou sympathie, qu'on éprouve à leur égard, grandir et se manifester physiquement en nous. Cela ressemble un peu à ce que vous pouvez éprouver en regardant dormir un enfant ou en observant une personne aimée à son insu. Tout votre corps participe à l'amour, pas seulement vos pensées. Dans ces méditations, on s'efforce de donner dans notre conscience le plus grand espace possible à cet amour et de faire que notre corps en soit la caisse de résonance la plus sensible. Puis viennent les méditations de compassion qui consistent à tourner notre esprit vers les souffrances que peuvent ressentir ou qu'ont pu ressentir nos proches. Nous en accueillons la conscience jusqu'à les héberger en nous et nous en souhaitons de tout notre cœur la diminution ou la cessation. Là encore, ce souhait doit aller au-delà de la simple pensée rapide ou superficielle. Il doit être émis et éprouvé de toute notre personne. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas seulement d'avoir des pensées de compassion ou des intentions de compassion, mais littéralement des émotions de compassion. Lorsqu'on apprend la souffrance, la maladie ou la mort de quelqu'un, que faisons-nous? Est-ce que nous nous arrêtons au moins quelques minutes? Est-ce que nous prenons le temps de laisser l'image de cette personne s'installer en nous? Le temps de laisser nos pensées d'affection et de compassion prendre toute la place en nous. Pratiquer régulièrement cela, c'est la méditation de compassion. Les méditations de joie altruiste visent, quant à elles, à prendre peu à peu la bonne habitude de se réjouir sincèrement du bonheur d'autrui. Réjouissance altruiste devant ce qui est bon pour les autres. Se réjouir de voir des enfants, même si ce ne sont pas les siens. Rire et jouer, des amoureux s'embrasser, des gens se parler ou s'aider. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des violences et des méchancetés. Et bien justement, les méditations de joie altruiste nous aident à ne pas oublier que face à ces violences et à ces méchancetés, il y a aussi la douceur, le bonheur et l'amour. Nous le savons, mais l'éprouver en pleine conscience donnera plus de force à ces convictions. Enfin, les méditations d'équanimité recommandent de s'entraîner à rester capable de souhaiter le bien de tous les humains, même de ceux qui sont loin de nous, qui nous sont inconnus, même de ceux qui nous sont antipathiques,
à éprouver pour eux de la bienveillance, de la compassion et de la joie altruiste face à leur bonheur. Le pressentiment et la conviction qui sous-tendent ces méditations, c'est que la souffrance est à l'origine de la plupart des conduites problématiques. Si un humain est heureux, s'il souffre moins, il fera moins souffrir les autres. Quelles graines voulons-nous voir pousser en nous? Nous pouvons devenir des champions d'indifférence, d'envie et de jalousie, d'égoïsme, de ressentiment. Il suffit de ne pas faire d'efforts lorsque ces émotions surgissent en nous, de leur laisser toute la place, de les laisser emplir seules toute notre conscience. Nous pouvons alors être sûrs qu'elles reviendront toujours plus fortes et présentes. Leur laisser libre cours ne les calmera pas, mais les enracinera encore plus solidement en notre esprit. La catharsis, la vidange en matière d'émotions déstabilisantes, cela ne fonctionne pas. Mais nous pouvons aussi devenir des champions d'altruisme, de bienveillance, de compassion, d'équanimité si régulièrement et profondément nous faisons de l'espace en nous pour ces ressentis. Il n'y a maintenant rien de plus à en dire. Leçon 23. La pleine conscience donne du corps à nos bonnes intentions. Nos élans d'affection pour nos proches et moins proches gagnent à être exprimés par des gestes et des paroles. Mais ils peuvent aussi s'accomplir dans le secret de notre intériorité. Prendre régulièrement le temps de ressentir l'amour, la sympathie, la gratitude et toutes les émotions d'affection que la vie, normalement, nous permet d'éprouver. Pas d'intention vague, il faudra que je lui dise. Pas de pensée pressée et expéditive. J'ai de la chance, on m'aime. Mais des méditations prolongées, répétées et enracinées.